Alors moi, je vais me limiter à quelques considérations, je dirais, hein, plus prudemment que des conclusions. En premier lieu, faire peut-être quelques considérations générales sur ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, qui était extrêmement riche. On a reçu beaucoup d'informations, beaucoup de points de vue, beaucoup d'analyses, assez sophistiquées souvent. Et donc, c'est vrai qu'il y a un temps nécessaire de maturation sur l'ensemble de ces résultats que vous avez apportés les uns et les autres. Donc, les quelques considérations générales que je ferai en introduction sont les suivantes. Je crois que Alain Diribarne a bien fait ressortir, et ça a été confirmé tout au long de la conférence, le fait que ces questions relatives à l'enseignement professionnel se posent sur fond d'incertitudes croissantes. Et ces incertitudes croissantes, elles sont liées à différents facteurs. Évidemment, aux évolutions très fortes du monde du travail lui-même, du monde de la production, des incertitudes sur le devenir des industries, sur leur mode d'organisation. Je crois qu'Alain Diribarne a pas mal insisté là-dessus. Sur aussi l'évolution de la régulation des marchés du travail, qui évidemment contribue à augmenter les incertitudes. On l'a vu notamment sur les statuts d'emploi. Mais les incertitudes, elles viennent aussi des usages que font les acteurs des systèmes de formation. Et ça, c'est un élément qui m'est apparu très frappant dans les interventions des uns et des autres. On l'a bien vu, et je fais référence avec la dernière intervention, celle de notre collègue coréenne, qui a bien montré que ce sont les usages qu'ont fait les individus, les jeunes et les familles coréennes qui ont poussé à aller vers l'enseignement supérieur et à se détourner à un certain moment du professionnel, alors que ce n'était pas, je dirais, le souhait spontané ni des entreprises ni des pouvoirs publics, mais voilà, les individus, les familles choisissent, et les usages qu'elles font des systèmes contribuent en fait à augmenter l'incertitude sur ce qu'ils vont devenir, puisque c'est assez difficile de prédire comment donc les personnes vont interpréter finalement les signaux, les dispositifs que l'on met à leur disposition. Donc la question des aspirations des individus, je crois, est extrêmement importante à prendre en compte si on veut pouvoir réfléchir finalement sur l'avenir de ces systèmes. On l'a bien vu aussi qu'il y avait des modalités de formation professionnelle qui pouvaient être disqualifiées parce que les entreprises, finalement, ne reconnaissent plus les certifications, les qualifications qui sont acquises après tel ou tel type de cursus. En France, on sait qu'il y a une difficulté croissante avec le premier niveau de certification, qui est par exemple le niveau 5 et donc les CAP, où on voit que là, il y a une incertitude croissante sur donc la crédibilité de ces qualifications. Il faudrait être plus prudent et ne pas généraliser parce que c'est variable selon les spécialités. D'où l'intérêt, je crois, de réfléchir non pas seulement sur l'enseignement professionnel, mais plus largement sur, pour reprendre l'expression de Marius Busemeyer, sur donc les systèmes ou les régimes de formation des compétences d'une manière plus large que le seul enseignement professionnel. Plus il y a d'incertitudes, plus il faut élargir la perspective pour pouvoir finalement penser les cheminements et les scénarios pour l'avenir. De ce point de vue-là, ce qui m'a frappé, et pour revenir à l'enseignement professionnel lui-même, ce qui m'a frappé dans les interventions, je pense notamment à celle de Pia Kort et de Anneke Westerhuis, l'une à propos donc des systèmes scandinaves, l'autre à propos de la Hollande, c'est finalement de nous interpeller sur, je dirais, le flou, peut-être l'incertitude, sur ce qu'est finalement une formation professionnelle et les modalités qui conduisent vers les certifications, les qualifications qu'elle délivre. Ou plus exactement, des interrogations sur les missions qui sont affectées formellement par la loi, par exemple, par les constitutions, on l'a vu avec la Suisse, ou qui le sont réellement. Pas forcément celles qui sont affichées, mais celles qui sont déterminées, là encore, par les usages que font les uns et les autres des systèmes. Est-ce qu'il s'agit de fabriquer
des compétences utiles pour le système productif? Est-ce qu'il s'agit de remédier aux difficultés d'apprentissage à l'issue de l'éducation de base? Est-ce qu'il s'agit de façonner une identité professionnelle? Est-ce qu'il s'agit de permettre la poursuite d'études vers de plus hauts niveaux, notamment vers l'enseignement supérieur? Est-ce qu'il s'agit de donner un socle de compétences professionnelles qui permettent aux individus, dans le cadre de la formation continue et donc du déroulement de leur carrière, d'évoluer vers d'autres modalités d'apprentissage tout au long de la vie, disent certains? Est-ce qu'il s'agit, au travers de l'enseignement professionnel, de contribuer à construire une seconde chance précoce pour ceux qui sont sortis avec des difficultés ou des déficiences, je dirais, d'apprentissage et de compétences à l'issue de la formation initiale? Je crois que le cas québécois était assez intéressant, qui consistait à montrer qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est plutôt une formation de seconde chance, une fois que l'on est déjà cheminé sur le marché du travail. Je crois que dans le cas danois, on retrouve aussi des comportements de ce type, puisque, si je me souviens bien, l'âge d'entrée en apprentissage au Danemark est maintenant de plus de 20 ans, ce qui montre bien qu'il y a une hétérogénéité, en tout cas, des jeunes qui rentrent en apprentissage, certains le faisant dans la foulée de leurs études, l'autre le faisant après une sortie sur le marché du travail et différentes expériences. Et donc, on voit bien que ça conduit à s'interroger finalement sur quel est le périmètre pertinent de la réflexion, sachant, pour rajouter encore un peu plus de complexité, que, comme je crois Lorna Unwin nous l'a bien montré, que sans doute il faut raisonner au niveau des professions, au niveau des secteurs, quand on s'intéresse donc à l'enseignement professionnel, parce qu'il y a une grande diversité, bien évidemment, de configuration à la fois d'acteurs et, je dirais, d'exigences sur ce qu'il est pertinent de construire en termes de qualification. À partir de là, je crois qu'il y a eu une interrogation transversale à ces 2 journées sur finalement comment accède-t-on à l'enseignement professionnel, et plus fondamentalement peut-être qu'est-ce qui fait la crédibilité de l'enseignement professionnel pour les jeunes? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir envie d'aller vers cet enseignement professionnel? Je reviendrai après peut-être sur les formes d'engagement des entreprises, qui est l'autre versant de la question. Ce qui est ressorti, je crois, tant des ateliers d'hier et puis de ce que j'ai pu anticiper sur les ateliers d'aujourd'hui, au travers notamment des menus qui étaient proposés, c'est quand même une exigence donc de crédibiliser l'enseignement professionnel vis-à-vis des jeunes, ce qui passe sans doute par plusieurs conditions, je dirais, ou plusieurs modalités. Tout d'abord, quels sont les prérequis pour aller en enseignement professionnel? Est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et à quel niveau d'orientation cela se pose-t-il? Parce que là encore, on peut penser que, et c'est le cas de la Suisse, moi je pense d'une certaine manière, que les prérequis sont variables selon les professions, selon les domaines professionnels, et que donc les questions se posent de savoir comment organiser la construction de ces prérequis pour tel ou tel type de formation. Mais reste que cette question d'un socle de compétences transversales est fondamentale, je dirais, dans la maîtrise des langages. Et Andy Green a beaucoup insisté, je pense à juste raison, sur cette dimension-là, comme facteur réducteur d'inégalité et aussi comme facteur qui crédibilise l'enseignement professionnel. Parce que si l'enseignement professionnel est là pour pallier les déficiences de la formation générale de base, il y a de forts risques que sa crédibilité reste extrêmement limitée et que, bien souvent, l'orientation soit plus le résultat d'une assignation, d'une obligation à y aller, plutôt que la résultante d'un choix véritable. La deuxième condition, et on voit qu'elle est en quelque sorte un peu incontournable, c'est que si on dit nécessairement la formation professionnelle, c'est pour sortir sur le marché du travail, il y a une partie des jeunes qui ne voudront pas y aller. Ils ne voudront pas y aller parce qu'ils veulent avoir la possibilité, pas forcément pour le faire, mais ils veulent avoir la possibilité de choisir de poursuivre des études. Mais là encore, il y a
une manière de construire cela qui peut être très formelle. Oui, tel niveau de formation, tel diplôme ouvre sur l'enseignement supérieur, puis il y a la réalité. Est-ce que réellement, il y a des opportunités de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur? Et on sait qu'en France, pour les bacheliers professionnels, ça reste une question ouverte, parce que dans les textes, depuis 30 ans, on peut poursuivre des études. Dans la réalité, on sait que c'est bien autre chose. Troisième condition, c'est la reconnaissance. Et donc, la reconnaissance de ce que l'on acquiert pendant la formation professionnelle. Je crois que ça a traversé quand même les exposés des uns et des autres. Et c'est la question double de l'identité professionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on devient quelqu'un, en quelque sorte, quand on est diplômé ou certifié de la formation professionnelle? Et est-ce que cette certification est un repère fiable vis-à-vis des partenaires du marché du travail? Et là, se posent des questions sur lesquelles je reviendrai après, qui sont celles des modes d'engagement des entreprises pour crédibiliser cette formation. On voit bien que si ces conditions ne sont pas réunies, il y a de fortes chances pour qu'il y ait beaucoup de ruptures dans les parcours de formation professionnelle. Et on voit que d'ailleurs, ce n'est pas propre à un système scolaire à la enfin, majoritairement scolaire à la française. On a vu que, par exemple, en Allemagne, il y a de nombreuses ruptures dans les contrats d'apprentissage, ce qui montre bien qu'il y a en amont un certain nombre de difficultés dans les modes d'orientation, dans les modes aussi de construction des compétences générales. Quelles sont à partir de là les conditions qui sont apparues et que j'ai pu repérer rapidement dans les propositions des uns et des autres? Se pose la question du décloisonnement des filières les unes vis-à-vis des autres. Et là, on voit bien qu'il y a plusieurs modalités qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent être concurrentes d'une certaine manière. La question des passerelles, est-ce qu'on peut passer d'une filière à l'autre, du professionnel, revenir vers le technique ou même la formation générale? Et donc se pose derrière cela la question du degré de réversibilité des orientations. Et donc toute une série d'expériences en France sont en cours dans ce domaine. Ça peut être aussi de décloisonner les contenus de formation. Ça a été la voie suédoise, qui consistait à rapprocher formation professionnelle et formation générale pour rendre justement plus facile les éventuelles réorientations de parcours. Mais ça peut être aussi ce que j'appellerais une proximité géographique, c'est-à-dire mettre, ça aussi c'est la réponse suédoise, mettre les personnes dans le même établissement. Vous êtes en formation professionnelle, vous êtes dans le même établissement que ceux qui sont en formation générale. On n'en est pas là en France. Face au décloisonnement, je crois qu'il y a peut-être deux risques. Le premier, c'est, qui est, me semble-t-il, patent en France, c'est la mise en concurrence des formations les unes par rapport aux autres. Parce que si vous décloisonnez, si vous ouvrez les niveaux de formation les uns vers les autres, au-dessus des autres, eh bien, ceux qui vont aller plus haut vont être des concurrents de ceux qui vont être encore en dessous. Et donc, avec toujours ce risque donc, de dévalorisation, de disqualification. Sans doute, ce qu'il y a de fort dans le système suisse ou dans le système allemand, c'est qu'en grande partie, ces mécanismes de mise en concurrence, qu'on voyait assez fortement dans le cas britannique aussi, ces mécanismes de mise en concurrence sont évités par et ça me fait une transition par le mode d'engagement des entreprises. Et donc, ça réfère à la question de la gouvernance des partenariats autour de l'enseignement professionnel. Donc, sur les engagements d'entreprise, vous voyez, quand on n'a pas bien préparé, on est long. Ce qui là aussi est assez frappant, c'est la diversité des configurations et des niveaux de régulation qui ont été en jeu. Moi, il me semble-t-il, ce qui a été assez intéressant dans les discussions des différents forums, des différents panels, c'est cette idée qu'il faut à la fois disposer d'un cadrage national assez fort pour produire des repères collectifs fiables et en même temps parvenir à donner à ces dispositifs nationaux une capacité d'adaptation locale ou sectorielle assez forte. Donc, c'est de trouver une forme de souplesse, je ne dirais pas de flexibilité, une forme de souplesse qui permette
d'avoir à la fois les avantages du repère et en même temps donc les avantages d'une forme de souplesse, d'adaptation par la proximité des acteurs. Et là, il me semble-t-il, il y a toute une série de propositions qui émergeaient en termes de campus de métiers, par exemple, de réseaux d'entreprises. On l'a vu dans le cas de la Suisse, hein, des associations de petites entreprises. Me semble-t-il, tout ceci étant un moyen donc de favoriser la qualité de la formation professionnelle. Il y a de grands risques qu'elle soit finalement de mauvaise qualité si on la rend trop rigide et donc trop déterminée par en haut sans laisser des possibilités d'adaptation locale. Et pour finir, je dirais que ce qui m'a frappé notamment dans la dernière table ronde, et je crois que c'était très clair dans l'intervention de Lorna Unwin, c'était la question des formes d'engagement et donc de ce que produit la formation professionnelle. Elle a très clairement dit, la formation professionnelle peut être un produit, une prestation de service. Et là, on voit bien que la réponse en termes de qualité, ça sera de faire de l'assurance qualité, de mettre en place des dispositifs qui vont assurer la clientèle, que sont les entreprises et les individus qui achètent cette formation éventuellement, ou en tout cas qui s'y engagent, qu'ils auront un bon produit au final, avec toutes les incertitudes qui demeurent sur ce type de processus. Et la deuxième modalité, c'est l'engagement conjoint. C'est l'engagement conjoint dans une forme de contrat réciproque, porteur donc de responsabilités réciproques. Ça, c'est plutôt donc ce que l'on a vu dans les modèles d'apprentissage des pays germaniques. Mais on voit bien que c'est un engagement sur le relativement long terme. Ce qui avait d'intéressant, me semble-t-il, dans aussi l'intervention d'Andy Green, c'était de nous montrer que la qualité des emplois sur lesquels débouche la formation professionnelle est un moyen de garantir aux individus qu'ils vont pouvoir continuer à valoriser leurs compétences et donc peut-être, pour ceux qui sont sortis à un niveau plus faible d'éducation, finalement de rattraper ou de tendre vers les niveaux de compétences générales qu'ont acquis ceux qui sortent de l'enseignement supérieur. Bref, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je dirais qu'il faudra être très habile et très agile et très compétent pour tirer toutes les leçons de cette conférence qui, grâce à vous, a été extrêmement riche d'enseignements.